La vérité en face. Et dans La vérité en face, notre invité jusqu'à 10h, Mathieu Gallet, cofondateur du studio de podcast Magellan, ancien PDG de Radio France, pour un livre enquête, règlement de compte. Ça s'appelle Jeu de pouvoir aux éditions Bouquin, avec en bandeau rouge la vérité sur une affaire politico-médiatique. Ah oui. Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour. Bon, évidemment Dallas derrière parce que c'est vraiment un univers impitoyable. Alors, les relations entre les médias et les politiques, c'est ce que vous avez vécu un peu en quelque sorte. C'est ce que je raconte dans ce récit qui est un témoignage sur à la fois un parcours, parce que c'est un parcours personnel aussi que je souhaitais partager dans ce livre pour dire qui j'étais, parce que je pense qu'on a gardé une image de moi qui n'est pas celle qui est la vraie. Bah oui. Non mais je vais résumer un tout petit peu pour les auditeurs et vous allez répondre effectivement. Parce que dans Jeu de pouvoir, bon, vous revenez sur cette affaire politico-médiatique, c'était il y a 5 ans en fait maintenant, alors que vous étiez PDG de Radio France, vous étiez le sujet des dîners mondains en ville, et pas seulement, dans les bistrots. On parlait de vous également dans votre sud-ouest natal. Dans votre famille. Aussi, ouais. Pourquoi? Et c'est ce que vous racontez dans votre livre, parce que vous avez été très jeune PDG de Radio France, nommé à 37 ans, un record. Vous êtes devenu, du coup, dans les médias, conversation parfois au centre de ces rumeurs, l'homme au bureau, le mec au bureau à 100 000 euros, l'amant caché d'Emmanuel Macron, alors en pleine campagne présidentielle, de grand espoir et révélation et de coqueluche en fait du PAF, vous êtes devenu finalement l'homme à abattre pour une partie des politiques. C'est ce que vous racontez. Disons qu'il y a eu des difficultés dès le départ à Radio France parce que j'ai un parcours un peu original. Je suis pas énarque. Non mais c'est ça, c'est ce que vous allez beaucoup raconter. de gens croient, mais non, je suis pas énarque, et c'est vrai que j'ai occupé jeune des postes de pouvoir dans des entreprises publiques. D'abord l'INA, puis Radio France, et je pense que ce parcours il dérangeait quelque part, parce qu'il était original et qu'on a cherché en fait à savoir pourquoi si jeune je pouvais arriver dans des postes de pouvoir sans être quelque part du sérail. Il dérangeait qui ? Il dérange à partir du moment où vous arrivez à Radio France pour transformer profondément, et c'est quand même une maison pendant 4 ans qu'avec mon équipe on a profondément transformé, et in fine les chiffres sont là puisque le groupe ne s'est jamais aussi bien porté en termes d'audience, et qu'on a cherché à moderniser. Vous revendiquez une part des succès d'aujourd'hui. C'est pas que je revendique une part, je revendique tout à fait les succès d'aujourd'hui, puisque les grilles mises en place à l'époque, les personnes mises en place, parce que moi j'ai toujours pensé qu'en fait un bon dirigeant c'est quelqu'un qui sait s'entourer des meilleurs. Et moi j'ai voulu les meilleurs dans mon équipe, autour de moi, et c'est vrai que je vois les directrices et les directeurs des antennes de Radio France sont toujours là avec des succès qui vraiment font mon bonheur et ma joie. Oui, c'est ça. Alors revenons quand même à cette rumeur autour d'une liaison supposée avec Emmanuel Macron, qui était venue évidemment à vos oreilles, jusqu'à celle de votre famille dans le sud-ouest que vous racontez. Alors cette rumeur, Emmanuel Macron lui-même évidemment aussi était au courant, à tel point qu'il en a parlé lors d'un meeting, d'une réunion à Bobino. Tiens, on réécoute un petit extrait. Faire courir l'idée que j'ai des vies cachées ou autre chose, non seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je dois faire. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme. Hologramme, allusion bien sûr au meeting de Mélenchon. Oui. Il prend ça avec humour. Il traite bien la rumeur pour tordre le coup. C'est ça. En fait, parce que le problème avec une rumeur, c'est comme elle est basée sur rien, puisqu'Emmanuel Macron et moi, nous ne sommes pas proches. C'est pas comme si on était des amis. Vous et connaissiez. Que finalement, des gens tirent le film. On se connaît puisqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ensuite, il était ministre de l'économie. Donc oui, c'est une relation professionnelle. Mais donc il y a bien quelqu'un qui a créé quand même cette rumeur, puisque ça ne part de rien. Et donc moi je trouve qu'il a bien traité le sujet en le prenant à la dérision, l'hologramme. Ça fait rire d'ailleurs toute la salle. Ouais. Alors c'est vrai que moi j'apprends ça comme tout le monde. Ça, vous l'avez pas très bien pris, ça. Je suis à un dîner avec des amis, notamment Jean-Claude Gaudin, qui est le maire de Marseille à l'époque, et je sens mon portable qui vibre dans ma veste. Et en fait, c'est des gens qui me disent, t'étais au courant, ils viennent parler de toi dans le... Et donc, moi, j'étais pas au
courant. Le lendemain, Emmanuel Macron m'appelle. Alors, il vous laisse un message. Un message, oui. Il me laisse un message, je le raconte dans le livre. Oui. Et c'est vrai que cette rumeur, il fallait vraiment lui tordre le message, cou. Dites-le, le et message, c'était bien. Le message, j'amène les auditeurs à lire le livre. Mais effectivement, il dit, voilà, j'ai parlé de nous, et ça le fait rire. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est tellement grotesque, puisque c'est pas du tout ma vie, c'est pas du tout la sienne. Ouais. Mais en même temps, il fallait tuer cette rumeur. Et c'est vrai que en la tournant à la dérision, c'était une bonne façon de le faire. Oui, mais Mathieu Gallet, on dit que le couple Macron vous en a voulu aussi parce que vous-même, vous n'avez pas démenti cette rumeur. Alors, pendant moi, j'avais pas à la démentir parce que moi, j'étais que l'instrument, en fait. J'ai été instrumentalisé dans tous ces jeux de pouvoir, justement, parce que je pense que la rumeur a été créée par des gens qui viennent du camp d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire plutôt les gens de la gauche qui avaient vu que c'était un homme ambitieux, que c'était quelqu'un qui ne s'arrêterait pas à Bercy, qui voulait aller plus loin. Et cette rumeur, elle est parce qu'on était en pleine campagne présidentielle. Alors, elle crée assez tôt. Elle crée assez tôt, dans l'hiver 2016. Et c'est vrai qu'au début, c'est une rumeur, on va dire, parisienne. Et puis en fait, ça devient une rumeur nationale. Je le raconte, c'est une anecdote. Ma propre tante, lors d'un dîner à l'été 2016 à La Rochelle, on se gosse, on raconte cette rumeur-là. Elle laisse parler. Et puis à la fin, à un moment, elle dit, vous savez, Mathieu Gallet, c'est mon neveu. Et je peux vous dire que sa vie privée, c'est pas du tout avec Emmanuel Macron qu'il a vu. Ma propre grand-mère reçoit, quand Emmanuel Macron parle à Bobino des boucles de mails, moi je peux témoigner, ma grand-mère, qui avait 80 ans à l'époque, qui en a 89 depuis hier, reçoit effectivement un mail, elle m'appelle et elle me dit, il faut que je te dise, on raconte sur des emails qu'il y a des photos qui vont sortir, qu'il y a des, voilà, que Voici ou Closer, je sais plus, vous ont vu. Moi j'ai eu des paparazzi qui ont quand même campé en bas de chez moi à Paris pendant plusieurs jours pour vérifier les allées et venues, les miennes et celles des gens qui venaient chez moi, au cas où. Alors en même temps, c'est la bonne façon de vérifier que non, il y avait rien. Mais quand même, les gens ont voulu y croire. Et moi, je voulais, en fait, dans ce livre aussi, apporter mon témoignage pour dire ces mœurs politiques dégueulasses, pardonnez-moi l'expression, mais où vraiment tous les coups sont permis, où il y a des gens qui pensent qu'en créant une rumeur comme ça sur un homme, tout simplement, parce que derrière ça, c'est de la misogynie et de l'homophobie, parce qu'on croit effectivement que c'était un homme, ça, ou c'était discrédité d'une manière ou d'une autre. C'était discrédité, mais il y a quand même ce vieux fond rance d'homophobie, de misogynie, de dire non, cet homme qui est avec une femme plus âgée, c'est bizarre, c'est pas existé. Et donc on sort cette rumeur en pensant qu'on va pouvoir abattre un homme politique en racontant des saloperies sur sa vie privée. Mais pourquoi vous Ça, c'est une question qui revient toujours dans votre livre. Alors j'établis quelques pistes aussi dans ce qui est un peu une enquête, parce que j'ai repris aussi des témoignages externes, notamment le livre d'un journaliste d'investigation, Marc Andevelt, qui avait écrit il y a 2-3 ans aussi sur le sujet. Parce qu'on a le même âge avec Emmanuel Macron, parce qu'on a réussi tôt, chacun dans nos secteurs. Voilà, après, ça m'est tombé dessus. Honnêtement, et puis parce qu'il y a probablement des connivences politiques de certains qui voulaient faire tomber un peu tout le monde. Vous-même, on voulait... Alors, moi, je pense qu'effectivement, c'est une façon de m'affaiblir. On a essayé dès le début, quand je suis arrivé à Radio France, vous avez rappelé, Patrick Roger, l'affaire du bureau. Pourquoi le bureau, cette affaire sort? On est 48 heures avant le lancement d'une grande grève, en réponse au plan de transformation puissant que je prépare pour Radio France, avec des économies, puisque quand j'arrive à Radio France, le pouvoir me coupe 20 millions d'euros de budget sur un budget de 580. Ça peut paraître peu, mais à Radio France, comme dans toutes les radios, comme ici, le gros de la dépense, c'est les gens. Et donc, vous n'avez pas une grosse possibilité de pouvoir changer votre budget. Et donc, là, moi, je suis obligé... Et c'est un festival de vacherie. C'est un festival de vacherie. Moi, je suis obligé de faire mon plan avec des économies supplémentaires. Et opportunément, si je puis dire, cette histoire du bureau sort. Et c'est certains syndicats, d'ailleurs, qui me l'ont raconté des années après, qui m'ont dit, bon, l'histoire du bureau, c'est d'autres syndicats qui l'ont balancé au canard enchaîné pour pouvoir vous affaiblir au moment où vous lanciez cette réforme. À la fin, on a tenu bon, 28 jours de grève. Moi, j'ai pas lâché. J'ai fait certainement des erreurs dans ma façon de me comporter, probablement arrivant sabre au clair avec ma volonté de réformer. Mais les résultats d'aujourd'hui, je tiens à le dire, ils ont été possibles parce qu'on a fait ces efforts, parce que cette transformation a été faite et parce que les équipes l'ont compris, in fine, après un début qui était quand même difficile. Mais sur un plan politique, puisque votre ministère de tutelle, c'était la culture, la communication, que vous avez bien connu puisque vous étiez passé précédemment dans un gouvernement
gouvernement précédent avec Madame Albanel, et Frédéric Mitterrand, Mitterrand, bien sûr aussi. Et là, vous le dites, mais cash, dans ce livre, c'est vraiment parlons vrai. Aurélie Filippetti, elle est froide avec vous dans un premier temps, et vous répond pas. Quand je suis nommé à Radio France à l'unanimité par le CSA, elle m'envoie un SMS. Oui. Elle m'appelle même pas. Ouais, c'est ça. Bon, alors, ça commence bien. Alors, ça s'annonce bien. Et ensuite, il y a Fleur Pellerin. Et alors là, c'est la même chose, quoi. Enfin, c'est voire pire, quoi. On parle de cabale. C'est pire parce qu'effectivement. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous lui aviez fait ? Parce qu'en fait, quand la grève, on voit que la grève s'installe, il y a quelqu'un qui doit porter le chapeau de la grève. Alors, est-ce que c'est la ministre de tutelle qui n'a pas vu venir les difficultés ? Est-ce que c'est le président de Radio France qui n'a pas la bonne méthode ? Et donc, à la fin, il y a une guerre sans merci pour savoir qui va porter le chapeau de cette grève dont on n'arrive pas à sortir. Fleur Pellerin vient un soir, on est au 28e jour de grève, elle vient à l'improviste, il est 20h, pas loin d'ici, à la maison de la radio, je reçois 5 minutes avant un coup de fil pour me dire, la ministre vient rencontrer les syndicats. C'est-à-dire que dans la maison de la radio, on a la ministre qui vient en fait couper la route du président pour aller voir les syndicats. C'est vous humilier en quelque sorte. Aussi, mais surtout, moi je trouve que c'était une erreur politique parce que la ministre s'est beaucoup trop exposée dans un conflit qui était celui de Radio France et c'était à moi d'en sortir. Avec l'appui d'un médiateur, on a fait venir un médiateur indépendant qui a permis de retrouver une sérénité et une confiance. Et moi, je le demandais depuis des semaines. Donc, on a perdu du temps. Et in fine, il y a eu des problématiques personnelles. Je trouve ça dommage parce que les choses commençaient bien avec Fleur Pellerin, qui avait une bonne ministre au ministère du numérique. Et après, c'est devenu un conflit de personnes qui s'est mal terminé. Bon, vous voyez, politique et médias ne font pas toujours bon ménage. C'est le moins que l'on puisse dire. On va voir ça dans un instant. On va continuer avec vous, Mathieu Gallet. Jeu de pouvoir, la vérité sur une affaire politico-médiatique. C'est aux éditions Les Documents Bouquins. Voilà, si vous voulez réagir, 0826 303, c'est en Sud Radio, 10h moins le quart. La vérité en face. Et nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Gallet, l'ancien PDG de Radio France, pour son livre Règlement de compte, Jeu de pouvoir aux éditions Bouquins. La vérité sur une affaire politico-médiatique. On a parlé longuement de la fameuse rumeur de liaison cachée avec le président Macron, qu'il était candidat à l'époque, fausse rumeur. Mais quelque part, Mathieu Gallet, vous n'êtes pas naïf, vous avez travaillé dans les cabinets ministériels. Quand vous êtes nommé à Radio France, vous savez que c'est un poste qui va être super exposé d'un point de vue politique. Il y a des pressions de l'exécutif également. C'est pas totalement étonnant. Alors moi, je suis pas allé à Radio France pour exercer un poste de pouvoir au sens de la représentation du pouvoir. C'est pas ma façon d'être. Je suis allé à Radio France parce que j'avais envie de transformer cette entreprise. Et je pense que la transformation a été faite. Et aujourd'hui, les chiffres parlent. Comme disent les rappeurs, les hommes mentent, pas les chiffres. Je dis, les chiffres sont là. Moi, j'ai eu envie, effectivement, dans ce livre, de raconter un parcours personnel, je vous le disais, parce que moi, je viens du sud-ouest de la France, j'ai fait des bonnes études, mais je suis pas énarque, je suis un des premiers dans ma famille à avoir fait des études supérieures, et quelque part, ce témoignage, il est là aussi pour donner à entendre effectivement ces gens qui viennent du monde rural, ce qui est mon cas. Mes parents sont toujours dans le sud-ouest, qu'on peut réussir, on peut avoir un parcours qui n'est pas celui non plus de ses parents, changer effectivement de direction sans être transfuge de classe, si vous voulez, sans être du sérail. Après, c'est vrai que quand vous arrivez dans ce milieu, ce monde politico-médiatique très exposé, où je comprends effectivement que ça va être très différent de l'INA, où l'INA finalement on était beaucoup moins exposé parce que l'INA était très belle maison, mais c'est pas un média. Là, je comprends effectivement que ça va être plus dur, que ça va être effectivement plus violent. Et je pense que j'ai payé aussi cette violence jusqu'à mon départ, puisque la rumeur, je pense, a été l'occasion, là aussi, de me faire partir. C'est-à-dire que c'était une façon de tordre vraiment définitivement le cou. La rumeur, je n'étais pas protégé. Alors, on rappelle que si vous êtes parti, ce n'est pas en fait en raison de cette histoire et puis du bureau aussi dont on parlait tout à l'heure. C'est en raison effectivement d'une condamnation en première instance pour des contrats de consultants à l'INA. Effectivement, donc moi je fais appel tout de suite. Et la même chose, ça balance, c'est-à-dire que ça vient aussi du côté de l'INA, de la personne qui vous a succédé. Oui, c'est ce que vous dites. Oui, elle l'a elle-même avoué il y a quelques années à des journalistes. Donc pareil, je reconstitue une enquête par rapport à ces questions de taxi qu'il y avait eu à l'INA. Enfin, tout ça se mêle et tout ça finalement conduit à mon départ aussi, puisque derrière il faut dire non, Gallet n'est pas protégé et donc Gallet doit partir. La ministre de la Justice à l'époque, sur les antennes même de France Inter, dit
au nom de la morale, il doit partir. Quand même, ministre de la Justice qui parle au nom de la morale. Donc, je pense que alors qu'il n'y avait pas de condamnation, quoi. Non, parce qu'il y avait une condamnation en première instance. D'ailleurs, en appel, non, mais ce que je veux dire, pas définitive, quoi. La Cour d'appel de Paris m'a relaxé partiellement et notamment a fait sauter cette peine infamante qui était une peine de prison avec sursis, et j'étais condamné à une simple amende, ce qui est déjà beaucoup. J'ai aujourd'hui payé, effectivement. Je pense que je peux aujourd'hui parler, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi parler? Alors oui, c'est ça, pourquoi vous balancez en fait tout aujourd'hui? Non, parce que je pense que le temps a fait aussi son œuvre, parce que voilà, j'ai fait la part des choses aussi, et que j'ai écrit ce livre. Alors, vous dites règlement de compte, je crois pas, non. C'est un livre, effectivement, où je dis les choses de façon directe, mais avec le recul que je n'aurais pas eu certainement si je l'avais fait directement après ma sortie de Radio France. Par ailleurs, je me suis très vite lancé dans une aventure entrepreneuriale avec Magellan, le studio et la plateforme de podcast que nous avons créé avec mon associé Arthur Perticos dès l'année 2019. Donc moi, ma vie est passée à autre chose. Et c'est vrai que j'attendais d'avoir réglé cette question judiciaire pour pouvoir être, avoir la sérénité. Personnelle peut-être aussi. Oui, de façon personnelle, puisque vous mes parents étaient très affectés. Votre compagnon, vous parlez de votre compagnon qui vous a soutenu, aidé en fait. Exactement, tout le temps, qui m'a soutenu. Pour lui, ça a été difficile aussi parce que la rumeur, elle nous a affectés, nous aussi. Elle a lui, affecté, il était loin des médias. Il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est-à-dire que cette rumeur a affecté le couple Macron, et je crois que Brigitte Macron en était, je le comprends tout à fait, blessée. Mais moi aussi, dans mon couple, c'est une rumeur qui nous a affectés. Puis je pense beaucoup à mes parents qui sont dans leur village, dans le sud-ouest de la France. Ils sont précisément d'ailleurs, redites. À Montflanquin, notre village s'appelle Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne. Et eux, ils ont pris cher. En fait, c'est un peu les victimes collatérales de tout ça. Ils n'avaient rien demandé. Et c'est vrai que moi, j'avais envie que mon honneur soit lavé, et ça, la justice l'a reconnu, et que je sois passé à autre chose. Et la construction d'une nouvelle vie, celle de l'entrepreneur avec Magellan, était aussi l'occasion de dire, voilà, moi, je me suis réinventé. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des coups durs, mais derrière, on peut rebondir et on peut se réinventer. Bon, en tout cas, vous racontez tout ça. Vous terminez votre livre aussi par votre regard aujourd'hui sur le monde audiovisuel, et le monde audiovisuel public, notamment aussi, mais l'ensemble, parce que on est au sein d'une révolution. Là, il faut cette révolution, mais je pense que la suppression de la redevance, puisque ça a été annoncé par le gouvernement, je crois cette semaine, donc à partir de septembre, la redevance sera supprimée. Moi, j'ai défendu effectivement le maintien d'un financement pérenne pour l'audiovisuel public il y a quelques semaines dans une tribune dans Le Monde, et je crois qu'aujourd'hui, ça va être l'occasion, cette question du financement, de revoir profondément l'organisation de l'audiovisuel public. Et moi, j'appelle dans le livre à une réforme profonde, c'est-à-dire qu'à fusionner les entreprises d'audiovisuel public en une seule et même entité pour donner davantage de moyens et pour pouvoir résister à la fois aux grands acteurs français privés, je pense à TF1, M6, RTL, si la fusion est abouti d'ici la fin de l'année, et bien sûr face aux plateformes américaines qui aujourd'hui dépensent des milliards de dollars. Le danger, il est là. Le danger, il est que l'audiovisuel public et l'audiovisuel national en général se retrouvent au fond cornérisés, se retrouvent affaiblis parce qu'ils n'auront pas la taille critique suffisante face à ces géants internationaux américains, et donc qui perdent les plus jeunes, parce que je pense que l'enjeu pour les médias, c'est effectivement la jeunesse, de plus s'adresser aux jeunes. Vous avez vu les études sur la télévision et les jeunes, si vous enlevez les plus de 50 ans, la télévision, il n'y a plus personne qui regarde, les jeunes regardent en 1h10. En direct, quoi, bien sûr. En direct, voilà. Donc il y a vraiment un enjeu de transformation pour pouvoir capter la jeunesse. Puisque vous êtes passé par Radio France, est-ce qu'on peut réussir à refondre en fait Radio France avec France Télévisions et en faire une seule et même entreprise, quoi? En fait, ça doit être l'objectif. Ça doit être l'objectif pour pouvoir créer des passerelles. Il y a un projet magnifique, j'en parle dans le livre, qui a été France Info. France Info que vous connaissez bien. Patrick Roger, une radio, un site internet, une chaîne d'infos en continu que nous avons créé avec Delphine Ernotte il y a 5 ans. Maintenant, il faut aller au bout. Ça reste 2 chaînes, quoi. Exactement, ça reste donc 2 finalement, chaînes. ça coûte plus cher qu'autre chose, quoi. Il faut aller au bout et qu'il n'y ait qu'un seul France Info. Et je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement une seule entité de l'audiovisuel public pour être plus fort, plus puissant, plus efficace. Et plus indépendant. Et toujours indépendant. Parce que c'est aussi la question de l'indépendance, et c'est pour ça que la question du financement, il est clé, parce que le financement, c'est aussi le gage de l'indépendance, et que le gouvernement doit apporter des réponses très fermes sur le financement de l'audiovisuel public. Est-ce que, puisque aujourd'hui nous sommes en pleine supputation sur la formation d'un nouveau gouvernement, vous connaissez bien aussi l'audiovisuel, vous pourriez revenir
Aujourd'hui, la politique, ça a jamais. Enfin, moi, j'ai toujours été intéressé par la politique. J'ai travaillé dans des cabinets ministériels, même si moi, je viens du privé. J'ai fait le gros de ma carrière chez Canal+. La politique, c'est quand même un monde impitoyable. Je le raconte un peu dans ce livre aussi. Moi, je pense que les hommes et les femmes politiques qui s'engagent, je pense que c'est pas. On est très loin de l'image qu'on veut donner. C'est des gens qui y croient, qui s'engagent. Les maires sont, je pense, aujourd'hui les élus pour lesquels on a le plus de respect, parce qu'en fait, il y a des gens formidables. Il faut le dire. Moi, je serais pas à dire les politiques, c'est tous des pourris, c'est tous des nuls. C'est pas du tout la réalité. Non, moi, ça me tente pas. Aujourd'hui, j'ai ma vie d'entrepreneur. Je suis bien dans cette vie-là. Je ne sais pas quelle sera la vie d'après. Ce qui est sûr, c'est que mon engagement pour la culture et l'audiovisuel de mon pays, ça me tient à cœur parce qu'il y a une question de souveraineté nationale qui est liée à la puissance de nos acteurs culturels, de nos acteurs des médias. Et ça, je pense que le politique, pour le coup, doit en avoir vraiment conscience et doit défendre ses valeurs d'indépendance et ses valeurs aussi de civilisation quelque part, parce que la culture, les médias, c'est aussi ce que ça dit de notre société, ce que ça dit de notre vivre ensemble. Oui, bon, vous n'allez pas quitter les médias, vous êtes avec Magellan, et puis sait-on jamais aussi demain, quoi. Hein, c'est ça, Mathieu Gallet. On ne sait jamais de quoi l'avenir. Voilà, merci. Vous avez, une dernière question. Vous avez envoyé votre livre au président Macron, pas ? Je l'ai fait, oui, bien sûr. Je l'ai fait comme un certain nombre de gens dont je parle dans ce livre. C'était la moindre des choses de le renvoyer en avance. Il vous a envoyé un petit SMS ou un message ? Je le garderai pour moi. Donc vous l'avez, le message, quoi. Vous avez quand même un message. Merci Mathieu Gallet. Je sais voir la vérité sur une affaire politico-médiatique aux éditions Documents Bouquins. C'est passionnant. Ça se raconte un peu comme un roman. C'est un peu du Balzac. Vous mettez un petit peu en scène. C'est un peu comme une série aussi. Oui, c'est ça. Peut-être une adaptation. Dans un instant, on va continuer de parler de médias avec Valérie Expert et Gilles Gansman. On va notamment parler de ça. Tiens, écoutez. Oui, parce que c'est l'Eurovision. Demain soir. Avec donc ça, c'est le groupe ukrainien qui est ultra favori. Et puis il y en a d'autres quand même, les Français, faut pas les oublier. Les Bretons qui nous représentent. Des Bretons. Allez, on est pour les Bretons. Hein, dans un instant, donc Valérie Expert, Gilles Gansman, Dédé Berkoff sur le pont ce midi. Les vraies voix ce soir avec Philippe David. N'oubliez pas qu'on vous fait gagner des places pour les matchs de foot ce week-end. Et puis le rugby, justement. Tiens, Mathieu Gallet qui aime le rugby. Ce week-end, la demi-finale de Coupe d'Europe, la première, Toulouse à Dublin contre le Leinster. Ce sera à vivre avec François Triot, Daniel Herrero, Alexandre Priam. C'est quasiment le match France-Irlande. Parce que ce soit du côté irlandais, c'est quasiment l'équipe nationale, et du côté toulousain, c'est l'équipe nationale avec Dupont. Dupont qui est absolument fabuleux, et puis toute l'équipe Ntamak et compagnie.